Bonsoir, bienvenue dans ce journal d'actualité administrative de Dominique Concept. C'est à la séance plénière d'hier à l'Assemblée nationale que le député national Jean-Lucien Boussa a déposé au bureau de cette chambre une question orale avec débat adressé au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deo Gracias Mutombo, pour avoir retiré une somme de 30 millions de dollars américains à la BIAC pour de fins politiques. C'est ce qui pose à la Banque internationale en Afrique au Congo un sérieux problème de liquidité. De la chambre basse à la chambre haute du Parlement, c'était hier au cours de la séance plénière à la même chambre du Parlement que M. Évariste Bouchab et Félix Kabange, respectivement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Santé publique, ont présenté deux projets de loi, dont l'un relatif à la protection de l'enfant sur la procédure de l'adoption des enfants et l'autre portant création de l'ordre de Chouzin. Joël Nomakwei. Rendu par Bienheureuse Mwakakonde. Ces projets de loi qu'a présenté le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur à la Chambre haute du Parlement, modifie la loi sur la protection de l'enfant votée depuis 2009. Le sénateur s'étonne de la non-application de la loi qui existe. Pourquoi un autre projet pour la même matière? Le projet qu'a présenté le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur est plus orienté sur l'aspect de l'adoption internationale de l'enfant congolais. Pour les sénateurs, l'adoption n'a pas besoin d'une loi car elle est mondiale. C'est pourquoi, à cette occasion, certains sénateurs ont voulu savoir le nombre des enfants congolais adoptés aux États-Unis d'Amérique, en Italie et en France, et aussi le type de relation qui existe entre ceux qui viennent adopter les enfants et leurs parents. Pour ces élus du peuple, en ce qui concerne la procédure de l'adoption des enfants, c'est la relève du droit privé et non public. En répondant sur le banc, le ministre de la Santé publique a convaincu le sénateur avec leurs réponses précises. Parlant de l'administration, le statut du personnel de carrière de service public de l'État et règlement d'administration dispose que tout agent de l'État a droit à une rémunération comprenant les traitements et les primes payables par mois selon son grade. Bienheureuse Mwakakonde pour le détail. Le statut du personnel des services publics de l'État comprend des traitements, celui d'initial qui est attaché au grade dont l'agent est revêtu, et l'autre d'acquis qui est le traitement initial des augmentations annuelles découlant de l'avancement des traitements. Les traitements initiaux du personnel des carrières des services publics de l'État sont fixés par les règles d'administration. Il ne peut être accordé d'autres primes que la prime d'intérim, la prime pour prestations supplémentaires, la prime de risque professionnel, la prime de diplôme, le frais de représentation, la prime de brousse. Il peut être accordé exceptionnellement la prime pour fonction spéciale, notamment du personnel du Conseil législatif, de la direction de la paie, de l'inspection de finances, de l'inspection du travail, de l'inspection de la fonction publique. Les montants et les modalités d'octroi sont fixés par les règlements d'administration. Il en est de même des modalités de liquidation de revenus et des soucis éventuels de la rémunération. Il est à noter que la prime ou l'ensemble de primes, lorsqu'il y en a plusieurs, ne peut dépasser 2/3 de la rémunération. Société à présent, l'agriculture à travers le monde constitue un poumon de développement, mais en République démocratique du Congo, cela semble ne pas être le cas. Approché par nos reporters, Dr Lucien Niembo tente de donner quelques éléments de réponse à ce sujet. Bienheureuse Mwakakonde et la maman Abweko pour son reportage. L'agriculture étant un facteur important du développement des nations, mérite d'être compris par bon nombre de citoyens, bien que chacun de nous définisse ces concepts de sa manière. Mais pour avoir la vraie définition de ces concepts, Dr Niembo explique. De manière simple, l'agriculture, c'est l'ensemble des travaux du sol pour obtenir des produits végétaux ou les produits d'élevage ou les produits animaux. Sinon, il y a des gens qui considèrent l'agriculture comme étant un art, et d'autres comme étant une science. Il faut dire ici qu'aucun pays au monde ne s'est développé sans l'agriculture. Pourquoi on peut considérer que l'agriculture constitue un poumon de développement? C'est parce que l'agriculture en fait répond aux besoins alimentaires de différentes populations.
il y a un slogan qui est simple, qu'est-ce qu'on dit? La vie de l'homme dépend de son alimentation. Or, son alimentation dépend de l'agriculture. Donc, la vie de l'homme dépend de l'agriculture. Et nous, ici au Congo, nous avons des potentialités énormes. On dit que nous avons 80 millions d'hectares arables. Au jour d'aujourd'hui, seuls 8 millions sont cultivés. Donc, il y a moyen, n'est-ce pas, de pouvoir développer notre pays par le développement de son agriculture. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo arrive-t-elle à tirer un maximum de profit dans ces secteurs? Le docteur Niembo réagit. Vous savez, parce que notre agriculture n'est pas très développée, aujourd'hui nous importons énormément. Donc nous importons des produits alimentaires des pays, d'autres pays, d'étrangers. Alors ce qu'il faut donc arriver à développer notre agriculture pour que nous puissions tirer, n'est-ce pas, profit de notre agriculture, arriver à économiser les devises, que nous ne puissions plus utiliser les devises pour l'importation de denrées alimentaires, mais que nous puissions au contraire trouver tout, n'est-ce pas, ici localement, parce que la vraie indépendance d'un pays, c'est l'indépendance du ventre. C'est qu'il faudrait que le pays arrive à une situation d'autosuffisance alimentaire. À ces jours, de certains importants méritent d'être pris en compte pour le développement, à savoir la pêche et l'élevage. À ce sujet, le docteur Niembo tente d'y répondre. Quand on parle de l'agriculture au sens large, ça englobe donc la production végétale, la production animale et la production halieutique. C'est qu'à ce niveau-là, on peut dire l'agriculture va de pair avec l'élevage, avec la pêche. Mais certaines personnes préfèrent ramener l'agriculture au sens strict, et là, l'agriculture se confond à la production végétale. Aussi, l'avenue Force Publique dans la commune de Kasavubu se trouve dans un état de délabrement total. La population de ce coin lance un cri d'alarme aux autorités compétentes de remédier à leur situation. Constat et de Glodimasia Mamimbaka ainsi que Rigan Ainaka. Nous sommes dans la commune de Kasavubu, au croisement des avenues Force Publique et avenue Kasavubu. L'état de cette route dérange les usagers qui fréquentent cette partie de la capitale congolaise. Quelques chauffeurs et motards qui exercent leur métier sur cette artère n'ont pas caché leur insatisfaction. L'état auquel se trouve cette avenue empêche le véhicule de bien rouler et occasionne les dysfonctionnements de ce véhicule. Tout porte à croire le souci de la population de cette partie de la capitale est de voir cette avenue réhabilitée pour ainsi permettre une bonne circulation. Vous le savez peut-être déjà, dans sa rubrique lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative d'Ombeni Concept a promené son micro dans les rues de Kinshasa, question d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un emploi leur soit créé par le gouvernement. Suivez. Goigoi tokobola ba mama biso abaninga basi netinga yawa natekala nga baobao ndenge wana ndenge ezali awa ezosuna na bomwana toyebaka ntina baobao te lelo tokoli baobao tokomo comprendre yango eza eloko moko eza kitoko mingi bato bayaka kosomba baobao basalango baji donc ezopermetre biso tobokola bana na biso tobokola bana totangisa bana kaka na mumbongo oyo
bamama oyo bazofanda na ndako napesi bino makasi boluka mwatambela bino boluka boloka kosala puke bobokola bana botelaka bapapa te misala lelo misala ezala nango lisusu te neti ngai napesi témoignage na ngai naosongelisa bana 4 moluba na ndako kala nzela mombongo nde bana bazwi guérison na nzambe bana bazwi guérison donc goyigoyi toboyi totelema bamama ye. Boy ngai naoteka makala na ngai na boya ndako na ngai na kozanga ta 2000 fois mais ata 100 fois koye kozanga te omoni koyengo toboya kotiaka likia na famille na ndeko na leki na mwana me ngai mona na mipesa nazoteka commerce na ngai ezosala ngai nazala nafuta bana minerval kaka makala ozomona babiso banda kodirige makala ezosala ngai nazala kana kisasa eso eza kisasa ya kotalela te parce que pasi ezali soki ozoteka bokozanga ta 10 fois biso tozoteka me tozolela pasi bon bango bato bafana na ndako se bango bazozanga vraiment il faut koteka boyeba kokombatre pasi tozosala na ngwa oyigoyigoyi toboyigoyo bamama boluka. À présent, Dieu merci Mbokani a annoncé qu'il ne va plus rejoindre la sélection nationale de la République démocratique du Congo. L'international congolais l'a fait savoir au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo. L'intéressé regrette notamment le manque de soutien de la FECOFA après les attentats de Bruxelles dont il était victime. Il a aussi justifié sa décision par la menace brandie contre lui par Constat Omari samedi dernier. En passe africaine, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré effectue sa première visite d'État à Paris à partir de ce mardi et c'est jusqu'au 7 avril sur invitation de son homologue français François Hollande. Cette rencontre devrait s'articuler autour de coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. Le lancement de la seconde phase de la centrale photovoltaïque Kodar avec cette infrastructure d'une capacité de 90 MW, les autorités sud-africaines poursuivent la politique du développement des énergies renouvelables. Suivez. L'Afrique du Sud a un taureau de sa politique énergétique après la construction du parc photovoltaïque j'espère en 2014. Avec ses 325 000 panneaux solaires, le gouvernement sud-africain a lancé en mars 2016 la deuxième phase de la centrale photovoltaïque de la ville de Har, située dans la province de Cap-Nord. L'infrastructure énergétique a une capacité de 90 000 watts. Rappelons qu'à la première phase de cette centrale inaugurée en 2013 avait une capacité de 85 000 watts, ce qui fait aujourd'hui un total de 175 000 watts. Je ressens un sentiment de joie et de fierté face à cette infrastructure énergétique. Cette centrale photovoltaïque aura un impact positif dans la croissance de notre pays. Elle a une capacité de 90 MW et peut être considérée comme l'une des plus grandes centrales photovoltaïques de l'Afrique du Sud et même de l'Afrique. La construction de cette centrale entre dans le cadre du programme de producteurs indépendants d'énergie mis en place par les autorités sud-africaines et prévoit également la mise en place de 17 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030, dont 8 gigawatts d'énergie éolienne. Un contexte favorable pour les investisseurs étrangers comme Logo. Cette centrale photovoltaïque est un défi lancé par les autorités sud-africaines pour faire la promotion des énergies renouvelables. La centrale est un indicateur économique qui aura forcément un impact dans notre économie. Nous nous attendons à une collaboration avec les investisseurs internationaux et nationaux. Sa capacité de production pourra couvrir la demande nationale. L'Afrique du Sud entend développer d'ici 2020 un mix en énergétique durable dans lequel l'énergie éolienne devra jouer un rôle prépondérant. Selon les spécialistes, ce nouveau plan est un moyen de sécuriser le système énergétique national et de promouvoir également l'énergie éolienne.
Aussi, la tension persiste entre le Sénégal et la Gambie. La traversée de Gambie par le camion au Sénégal constitue un problème récurrent dans les relations entre les deux pays. Le président gambien Yaya Jammeh a d'ailleurs décidé de porter plainte contre le Sénégal devant la CEDEAO pour blocus à la frontière de deux pays. Entre la Gambie et le Sénégal, les relations sont tendues depuis quelques semaines de façon unilatérale. Le président Yaya Jammeh a augmenté les taxes de passage des camions de 4 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. Depuis plus d'un mois, les transporteurs sénégalais ont boycotté la Gambie, ce qui a fini par créer les pénuries des marchandises dans les pays. Les autorités gambiennes ont porté l'affaire devant la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une stratégie visant à faire monter les enchères et à mettre la pression sur le Sénégal pour le mettre à mal devant la communauté africaine et aussi devant la communauté internationale et l'obliger à lâcher du lait. Mais je pense que ce sont les autorités sénégalaises qui doivent faire une lecture pragmatique de la situation, c'est-à-dire savoir que c'est lui-même qui est à l'origine du conflit, donc à être plus pragmatique en faisant de sorte que ce genre de crise ne se répète plus. La question de la frontière oppose souvent transporteurs sénégalais et autorités gambiennes. Des millions de Sénégalais ont l'habitude de traverser la Gambie pour relier la Casamance au sud du Sénégal. Les observateurs invitent les deux parties à trouver des solutions durables à ces problèmes récurrents qui n'arrangent pas les populations. C'est l'occasion rêvée, vraiment l'occasion en or pour le Sénégal, donc pour mettre sur la table mais tous les éléments du conflit qui l'opposent à la Gambie depuis un certain nombre d'années. Donc il y a bien sûr cette question relative à la frontière, donc au pont. Les Sénégalais qui vivent en Gambie vivent toujours dans la peur, dans la tracasserie diplomatico-économique du pays Jammeh. Une délégation de la CEDEAO est attendue à Dakar le 8 avril 2016 pour tenter de trouver une solution durable à cette situation. Les médias sénégalais avaient annoncé la tenue d'une réunion entre deux autorités sénégalaises et gambiennes fin mars. Cette rencontre n'a pas été concluante. Enfin, le Maroc accuse le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de, je cite, de ravage sur la question du Sahara occidental. Le gouvernement marocain lui reproche des propos que l'émissaire onusien lui retenus lors de sa visite en Algérie le 6 mars, destinée à relancer les négociations entre Rabat et les Francs Polisario, des critiques que l'ONU rejette en bloc. Suivez. Relations tendues entre les Nations Unies et Maroc, plus précisément avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il est en visite en Mauritanie et en Algérie pour tenter de relancer le difficile dialogue entre le Maroc et le Front Polisario quant au Sahara occidental. Une visite particulièrement décriée par les autorités marocaines. Ils accusent Ban Ki-moon d'avoir mené une campagne au sud contre le royaume chérifien et de sécurance du côté du Front Polisario. C'est un homme qui voyage beaucoup, qui subit beaucoup de pression et probablement la ferveur de sa visite à Tindouf a provoqué, je dirais, plus que préparé le terme malheureux qu'il a utilisé en parlant d'occupation. Ceci étant, il faut aussi souligner que lorsque le secrétaire général des Nations Unies a annoncé sa tournée, il a fait savoir qu'il souhaitait rencontrer les responsables marocains et notamment le roi, et on lui a fait savoir que pour des raisons d'agenda, ça n'était pas possible. Donc il y a également là une maladresse du côté marocain. Cela fait plus de 40 ans que le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est au cœur du conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Les Marocains annexaient ces territoires en 1976 en revendiquent 80%. La République arabe sahraoui démocratique est proclamée par le Front Polisario et reconnue par l'Union africaine puisqu'au la part entière de l'organisation panafricaine en contrôle quant à elle 20%. Le Front Polisario médite pour l'autonomie et l'indépendance du Sahara occidental. Revendiqué par plusieurs entités, les conflits portant sur le Sahara occidental a abouti à une lutte armée et a contraint des milliers de personnes à se réfugier en Algérie. Je ne pense pas qu'il y aura d'évolution à court terme. D'abord, en Algérie, la situation est totalement bloquée et par ailleurs, on ne voit pas très bien quel est le projet de l'Algérie sur cette question du Sahara et que finalement, le statu quo arrange beaucoup de monde et je pense qu'on risque de vivre encore avec ce statu quo pendant
au moins quelques décades. La MINURSO, opération onusienne Sahara occidental, a prolongé d'un an son mandat en vue d'organiser un référendum sur l'indépendance au nord du Sahara occidental. Mais les différents protagonistes n'arrivent pas à s'entendre sur la composition des listes électorales. C'était le journal de la rédaction. Monsieur et dames, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.